Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Les résultats que vous nous avez présentés sont tellement bien en ligne avec ce qu'on a constaté dans les résultats de l'ELDEC que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais faire un survol de la recherche qu'on a fait au cours des 10 dernières années sur l'ELDEC. Et donc, c'est vraiment rassurant pour moi de voir qu'on a des patrons de résultats aussi similaires en 2 enquêtes faites à 10 ans d'intervalle, presque 20 ans d'intervalle, 15 ans. Bon. Alors, quand même, à un moment où le réseau là, est vraiment implanté, a atteint une vitesse de croisière, alors que dans les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui de l'ELDEC, les enfants sont nés en 97-98, donc eux, c'était les premiers à bénéficier du réseau des CPA. Il y a 3 hypothèses sur ce qu'on appelle les effets des garderies sur le développement des enfants. Il y a une hypothèse de compensation qui serait que pour les enfants de milieux défavorisés ou de familles où il y a beaucoup de facteurs d'adversité, la fréquentation de la garderie peut compenser pour un environnement moins stimulant. Il y a une hypothèse de double risque, où ça va déjà pas très bien dans la famille, d'aller en garderie, d'être séparé des parents et peut-être d'avoir une garderie de moins bonne qualité pour avoir un effet de double risque. Ou il y a encore une hypothèse de perte de ressources pour les familles qui seraient très bien nanties et que d'aller à la garderie priverait l'enfant d'un environnement qui serait plus stimulant à la maison qu'à la garderie. C'est ce genre d'hypothèse-là qu'on a testé dans les données de l'ELDEC. L'ELDEC, c'est une étude de cohorte, donc c'est 2000 enfants nés en 1997-98 sur une période de 6 mois. On les a suivis à chaque année jusqu'à aujourd'hui. Ils ont maintenant 16 ans. Je vais vous présenter des résultats aujourd'hui qui sont encore non publiés parce qu'ils sont tout frais sur les impacts à long terme de la fréquentation des services d'éducation préscolaire sur la performance scolaire des enfants de l'ELDEC lorsqu'ils avaient 13 ans. Donc voilà, on les a évalués à chaque année. Donc on est en prospectif ici. On a évalué une foule de sphères développementales, sociales et comportementales, cognitives aussi, et de la famille et des enfants. J'aimerais vous parler d'un problème méthodologique et social. Pas parce que je veux faire un discours sur la méthodologie, mais parce que c'est vraiment extrêmement important, comme Daniel l'a mentionné, de garder en tête que si on veut conclure que les services d'éducation préscolaire aident nos enfants, il faut être certain qu'on tient compte du fait que ce sont les meilleurs enfants qui vont dans les garderies. Les facteurs de sélection sociale sont extrêmement importants. Alors, les enfants de familles mieux nanties, mieux organisés, avec un plus haut prestige occupationnel puis un plus haut revenu, sont ceux qui vont dans les garderies. Non seulement ça, mais ils vont dans les meilleures garderies. Alors, si on veut être capable de dire quoi que ce soit sur la garderie fait une différence, il faut avoir des devis méthodologiques extrêmement rigoureux qui contrôlent pour ça. Donc, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas anodin. Alors, il faut documenter d'abord qui va dans les garderies. Comme on l'a vu dans votre enquête, c'est vraiment marquant. Même pour les CPE centres, il y a une énorme sélection sociale. Et on sait que c'est dans les CPE centres où la qualité est supérieure à tous les autres modes de garde. Et Nathalie va pouvoir nous en parler. C'est marquant, puis ça a été documenté dans l'ELDEC. Alors, ici, on a des trajectoires de fréquentation de services de garde. On a les enfants qui vont presque pas en garderie tout au cours de la petite enfance. Et on a ceux qui y vont, ça commence graduellement vers l'âge d'1 an et demi. Et les facteurs associés au fait de ne pas fréquenter un service de garde, peu importe le type ici, c'est faible revenu, 4 fois plus de chances de rester à la maison, faible éducation, 3 fois plus de chances, dépression de la mère et surprotection. Alors, ce sont les facteurs associés au fait que les parents gardent les enfants à la maison. Bon. Alors, juste au niveau méthodologique, je voudrais vous rassurer par rapport à ce qu'on fait, nous, dans nos études. Alors, on a une banque de données avec des milliers de variables et on sélectionne toutes celles qui sont associées au fait d'aller à la garderie,
et au développement de l'enfant. Et on les met dans nos modèles. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'on fait des scores de propension. Ça veut dire qu'on match un enfant qui va à la garderie, puis un enfant qui n'y va pas, puis qui ont des familles similaires. Alors, en comparant ces deux enfants-là, on peut dire qu'il y a une différence qui est attribuable ou non à la garderie. On a montré que les enfants de mères qui ont des dépressions chroniques au cours de la petite enfance ont tendance à rester plus à la maison avec leur mère et qui sont plus à risque de développer des troubles internalisés, émotifs, anxiété et dépression. Ça, c'est la barre que vous voyez ici. Le risque est très élevé. Par contre, on a documenté que si les enfants de mères dépressives vont à la garderie, leur risque est de beaucoup diminué. Et c'est comme s'ils n'avaient pas été exposés à la dépression de la mère. Le risque est à peu près égal. Cet effet protecteur de la garderie pour les enfants de mères dépressives se retrouve surtout lorsque les enfants vont dans un centre. Ils se retrouvent aussi, ils se retrouvent, donc le risque est beaucoup diminué lorsqu'ils vont en centre. Il n'est pas diminué, lorsqu'ils sont gardés par une babysitter, une nanny à la maison, ou un arrangement informel. Alors, ça prend vraiment l'impact du groupe et l'impact d'aller dans une structure qui est un environnement éducatif pour avoir un effet bénéfique. On a montré des effets sur l'agression physique pour les mères qui ont de faibles niveaux d'éducation, et par ça, on entend les mères qui n'ont pas de diplôme secondaire. Dans ce cas-ci, on a un effet de réduction du risque d'agression physique, et il est plus important si l'entrée en garderie se fait tôt, donc avant 9 mois. Ça, c'est une façon de couper les données dans LDEC, mais en gros, c'est à l'enfance, jeune, à la petite enfance. Ensuite, on a montré des effets sur le développement cognitif. Les patrons sont toujours les mêmes. Alors, je vais vous décrire le patron, puis je vais vous montrer différentes variables. Alors, les enfants de faible statut socio-économique, vous voyez la barre ici en jaune, ils ne sont pas différents de ceux qui ne sont pas de faible statut socio-économique lorsqu'ils vont à la garderie à temps plein. Et ça, c'est pour les habiletés langagières à 4 ans. Ensuite, on voit qu'ils sont encore pas mal plus faibles au niveau des habiletés de lecture, ceux qui viennent de familles défavorisées. En fait, ici, c'est mères sans diplôme secondaire. Mais quand même, ceux qui vont en garderie structurée, dans un environnement d'éducation structuré, préscolaire, s'en sortent beaucoup mieux que les autres. On a un patron similaire pour les habiletés en mathématiques. Et on a un patron similaire pour la maturité scolaire à 5 ans. Ou encore, on voit que la différence entre les enfants de mères peu éduquées et ceux qui sont de mères éduquées est atténuée complètement. Ce n'est pas un phénomène qui est propre au Québec. Dans les échantillons, dans les études internationales où on l'a mesuré, ça prend des études particulières parce que ça prend ça prend des segments de la population, ça prend des familles défavorisées dans les échantillons pour pouvoir être capable de voir ces effets-là. Ce n'est pas toujours le cas dans les études longitudinales. Mais au Royaume-Uni, sur un échantillon de 11 000 personnes, on a montré les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il y a des gros effets, des effets importants de la fréquentation d'un service de garde sur le développement cognitif des enfants de familles à risque, puis de très petits effets chez les enfants de familles qui ne sont pas à risque. C'est comme ce qu'on voit au Québec. Les enfants qui viennent de bonnes familles s'en sortent, peu importe s'ils fréquentent ou pas. Les effets se maintiennent-ils à long terme? Alors ça, c'est la question qu'on est en train de regarder en ce moment. Et on a été vraiment agréablement surpris de voir que oui. Parce que franchement, on était sceptiques que les effets qu'on observe
au début de la scolarisation, ça fait bien du sens. Les enfants viennent de quitter la garderie, ça fait du sens qu'on détecte des choses juste après la sortie de la garderie, au début du primaire. Mais à la fin du primaire, c'est quand même passé beaucoup de choses entre les deux. En contrôlant pour une foule de facteurs, on réalise qu'on a trouvé que les enfants de faible statut socio-économique, donc ils sont toujours, ça c'est sur en vert, ils sont toujours plus faibles que ceux de familles qui ne sont pas de faible statut socio-économique, mais il y a plus de différences significatives lorsqu'ils ont eu un accès à un CPE. Donc, c'est l'accès aux services en centre en particulier qui a les effets, et non pas n'importe quel type de mode de garde non parental. On a le même patron de résultats pour... alors, c'est quoi? L'accès aux services de garde élimine les écarts de performance scolaire à long terme entre les familles défavorisées. Écriture, ouais, excusez-moi. Alors, on a les mêmes patrons de résultats pour lecture, écriture et mathématiques. Voilà. Bon. Dans le contexte des services de garde québécois, ce qu'on peut conclure de ces études, c'est que le réseau a le potentiel d'éliminer les écarts entre les performances académiques et même à certains niveaux sociaux des enfants de familles favorisées et non défavorisées, en contrôlant pour le fait que ce sont les enfants les plus favorisés qui vont dans les garderies et dans les meilleures garderies. On obtient ces résultats-là en comparant des enfants défavorisés qui vont dans les garderies, surtout les centres. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Nos analyses tiennent sur peu de personnes. Alors, afin d'avoir un effet significatif, ce qu'on trouve dans l'ELDEC, c'est qu'on a besoin d'une certaine intensité de fréquentation. Ça prend du temps plein. On ne parle pas de 50 heures semaine, mais une fréquentation plutôt temps plein. Une fréquentation qui débute assez tôt, vers 1 an et demi. Et ce sont les places en centre qui ont la meilleure qualité, qui ont l'effet le plus important. Je reviens avec le problème de sélection sociale parce qu'on peut se demander, est-ce qu'on est différent au Québec? Est-ce qu'on fait mieux en termes de sélection sociale? Est-ce que notre réseau des CPE à 7 $ permet de réduire la sélection sociale? Même si on voit qu'elle est encore grande, la sélection sociale dans le réseau à 7 $, comment on se compare avec les autres? Ça, ce sont des données de 5 pays industrialisés de l'Ouest sur la fréquentation des services d'éducation préscolaire, garderie, dans différents endroits. J'attire votre attention ici sur les États-Unis. Alors, on voit qu'aux États-Unis, alors la partie en bas, c'est de rester à la maison, en fait. N'utilise pas de service de garde. Et la partie en noir, c'est l'utilisation de services en centre. La partie entre les deux, ce sont les autres services. Donc, ce qu'on voit, c'est que ici, on est là, nous, à 5 mois. La majorité des enfants du Québec de l'ELDEC sont à la maison. Et à 3 ans et demi, eh bien, il y en a une certaine proportion en centre, mais c'est quoi, environ 20 %. Les autres sont dans d'autres modes de garde, et puis les autres encore sont à la maison. Si on regarde la Norvège, qui est très intéressant, parce que c'est un modèle souvent, alors en Norvège, à 6 mois, tout le monde est à la maison parce qu'il y a un congé maternité d'1 an. À partir d'1 an, tout le monde a accès à une place dans un centre, des très beaux centres d'ailleurs, et il y a une petite proportion quand même qui ne fréquente pas ou fréquente d'autres services, mais c'est vraiment minime, comparativement à tous les autres. Alors, eux, pensez-vous qu'ils ont réussi à éliminer la sélection sociale? Il n'y a pas vraiment de problème d'accès. Tout le monde a une place. Voici les facteurs qui prédisent l'utilisation de la garderie dans ces différents pays. On a l'infancy avant 1 an et early childhood. Alors, la faible éducation maternelle prédit une moindre utilisation dans tous les pays. On n'a pas la Norvège ici parce que personne n'utilise avant 1 an. Mais quand on regarde au cours entre 1 an et 4 ans, eh bien oui, la faible éducation maternelle, en Norvège aussi, joue un rôle en prédisant une moins grande utilisation des services.
dans un contexte où tout le monde a une place. Et je ne passe pas tous les facteurs, mais j'aimerais attirer votre attention sur le revenu. Alors ici, on voit que aussi, dans l'étude en Norvège, comme dans tous les pays, le faible revenu est associé avec moins d'utilisation de la garderie. Donc les deux facteurs principaux, faible éducation des parents, faible revenu. Et ce sont des pays, on a les États-Unis, on a le Royaume-Uni, on a la Hollande, la Norvège. Ce sont des pays avec des contextes politiques, des politiques à la petite enfance qui sont très différentes. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Une conclusion possible, c'est que bien sûr, il faut favoriser l'accès et le développement des services en centre. Ça ne fait aucun doute qu'il est très difficile d'avoir une qualité égale aux services en centre, probablement publics, dans d'autres types de structures, particulièrement à domicile. Dès qu'on voit des différences importantes entre les services à domicile et les services en centre en termes de qualité. L'autre point, il y a des barrières qu'on peut dire culturelles ou de valeurs qui demeurent dans toutes les cultures et qui, moi, je pense, doivent être adressées d'une façon possiblement différente que la question d'accès. C'est sûr qu'il faut régler la question d'accès, mais il faut peut-être faire autre chose par rapport à ça. Par exemple, faire du outreach, faire du marketing, faire connaître les services, les démystifier aux gens qui ne s'y intéressent pas. Et surtout, changer la mentalité qu'un service de garde, c'est pour garder les enfants quand les parents travaillent. Parce qu'un service de garde, c'est vraiment plus que ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci aussi à nouveau de cette invitation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui, particulièrement pour venir un peu essayer d'illustrer pourquoi les services de garde éducatifs, en particulier les CPE, sont associés à des bénéfices supérieurs. Donc, Isabelle et Daniel m'avaient demandé de venir discuter un peu à la lumière des démarches qu'on a fait aux différentes commissions qui ont eu lieu cet hiver, parce qu'elle trouvait qu'on avait beaucoup réfléchi avec mon équipe de recherche sur les différentes composantes qui peuvent expliquer cette qualité-là qui est supérieure et ces résultats-là finalement qui sont supérieurs. Donc, c'est de ça que je vais vous parler un peu aujourd'hui. J'avais préparé beaucoup plus de matériel que ça, mais j'ai coupé, donc j'aurais voulu vous parler un petit peu de la mise en contexte historique et politique, mais quand je regarde les gens qui sont dans la salle, de toute façon, je pense que le contexte historique et politique, vous le connaissez assez bien. Alors, on va se concentrer sur les trois questions qui sont là, qui sont annoncées. Donc, un petit rappel de pourquoi investir au niveau de la petite enfance. Et ensuite, quelles sont les conditions qui sont essentielles aux bénéfices qui sont observés pendant la petite enfance. Une petite réflexion rapide sur les enjeux liés à la privatisation du réseau et une conclusion. Alors, pourquoi investir pendant la petite enfance? Bien, c'est un rappel, évidemment. La petite enfance est généralement associée à plusieurs bénéfices et à plusieurs niveaux. Vous l'avez vu aujourd'hui quand Daniel en a parlé, mais je vais rappeler des données un peu plus locales, des données un peu plus québécoises et aussi des données un peu plus internationales. Donc, vous savez, on le dit beaucoup de chercheurs l'ont dit, l'éducation à la petite enfance est associée à des bénéfices au niveau de la pauvreté et de la présence des mères sur le marché du travail. Donc, on a observé une réduction importante de la pauvreté, particulièrement pour les familles monoparentales, depuis l'implantation du réseau et de la politique familiale au Québec. Donc, vous avez les diminutions de scores qui apparaissent à l'écran. Puis, on a aussi observé une augmentation de la présence des mères sur le marché du travail, particulièrement aussi pour cette période-là et particulièrement pour les mères d'enfants âgés de 3 à 5 ans.
Donc, même certains chercheurs, économistes québécois, dont Fortin-Godbout et Cicerny, ont même souligné que ce programme-là était considéré comme rentable pour le Québec, c'est-à-dire que dans une étude récente présentée en 2012, ils avaient même souligné que lorsqu'on investissait $1 pendant la petite enfance, ça nous permettait d'économiser $1,50 par la suite. Donc, on a des bénéfices qui sont identifiés au niveau de la pauvreté, mais on a aussi, comme l'ont dit tout à l'heure nos collègues, et à tour de rôle, et tout le monde le dit, on sait que l'éducation à la petite enfance est aussi là pour soutenir la promotion du développement des enfants et la réduction des inégalités sociales. Donc, un peu partout à travers le monde, plusieurs études l'ont souligné, comme les études québécoises et canadiennes, que la fréquentation ou l'éducation ou l'investissement dans la petite enfance, tout dans la vie, est associé à un meilleur développement chez les enfants et à une réussite scolaire ultérieure. Et que ces effets-là étaient habituellement plus marqués en milieu défavorisé. Donc, c'est cohérent avec ce qui a été observé aujourd'hui. Et il y a même des économistes réputés, dont le lauréat du prix Nobel en économie, James Hickman, qui le souligne depuis très longtemps également. Paradoxalement, puis ça m'amène là maintenant au point dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait certaines conditions qui soient présentes pour que ces bénéfices-là soient observés. Donc, en général, puis si vous avez un take-home message à prendre aujourd'hui, c'est celui-là. Il y a 3 conditions qui ont été recensées dans la littérature, dans les recherches récentes depuis une vingtaine d'années. C'est que la qualité éducative doit être présente dans ces milieux éducatifs-là, la petite enfance. Évidemment, en plus de la qualité, il faut qu'il y ait accessibilité, donc ce que tout le monde a parlé tout à l'heure, et ce serait par l'universalité, donc une offre universelle et gratuite, que cette accessibilité serait encore plus possible. Donc, ce sont 3 conditions que je vais expliquer davantage dans les prochaines parties. Donc, pourquoi la qualité? En fait, il faut se rappeler ce qu'est la qualité éducative. Donc, j'y vais rapidement parce que je sais que la plupart d'entre vous pourraient peut-être même me réciter cet acetate-là par cœur. Donc, vous savez que la qualité éducative, c'est associé à certains processus qui doivent être présents dans le milieu éducatif et à certaines structures. Donc, les processus, on les définit généralement comme des interactions qui touchent directement l'enfant et qui sont regroupées en 3 dimensions. Donc, on parle généralement de l'organisation de l'espace et des ressources, du contenu et de la nature de la programmation qui est adaptée en fait au développement des enfants et de la nature des interactions qui sont vécues. Puis j'insisterai particulièrement sur ce dernier point-là parce que on a fait beaucoup de recherches sur la qualité au cours des dernières années, puis les données récentes pointent de plus en plus dans cette direction-là, c'est-à-dire que ce qui ferait le plus d'effet sur le développement de l'enfant serait particulièrement la nature des interactions qui sont établies entre l'éducatrice et l'enfant. Donc, ça met l'emphase sur d'autres variables qu'on appelle des variables structurelles, qui sont des conditions qui peuvent venir soutenir le travail des adultes qui sont en interaction avec les enfants pour permettre d'atteindre des bons résultats développementaux chez ces enfants-là. Donc, la littérature a aussi identifié 3 grands types de variables structurelles qui sont associées à des meilleures interactions vécues dans les services de garde. Ce sont, vous n'êtes pas surprise, le ratio adulte-enfant, donc le nombre d'enfants sous la responsabilité d'un même adulte, le plus faible possible. La formation initiale en éducation à la petite enfance, donc spécialisée, et plusieurs vont même souligner dans des études plus récentes une formation plus élevée, donc le niveau... au moins au niveau collégial et universitaire, évidemment, mais la formation au niveau universitaire doit être quand même suffisamment spécialisée en éducation à la petite enfance. Et la formation continue également serait aussi bien associée au niveau de qualité qui est vécu dans les interactions entre les adultes et les enfants dans les services de garde. Ces 3 variables-là sont aussi des variables qui sont ressorties dans l'enquête Grandir en qualité qui a été menée ici au Québec en 2003. Vous savez qu'il y a une autre étude qui a été menée en 2014. Les résultats devraient sortir en 2015. Paradoxalement, cette qualité-là, elle est généralement observée dans les services de garde éducatifs régis sans but lucratif.
Donc, au Québec, comme on l'a dit tantôt, c'est les CPE qui ont cette vocation-là, sans but lucratif. Et on sait que ces services de garde-là sont généralement de qualité plus élevée, en particulier parce que les éducatrices qui sont qualifiées s'y retrouvent en plus grand nombre. En particulier aussi parce qu'il y a une formation continue qui est régulière, qui est offerte à ces éducatrices-là, qui leur permet de maintenir leurs compétences et même de les accroître dans le temps. Et qu'il y a une réglementation, c'est-à-dire qui est plus favorable à la qualité dans les CPE, c'est-à-dire qu'elles ont un financement public et que les CPE se donnent des moyens de régulation, de monitorage de la qualité de manière assez systématique. La gestion aussi d'un service de garde sans but lucratif subventionné, la participation des parents sont aussi des éléments qui sont souvent mentionnés dans la littérature comme pouvant expliquer le fait qu'on retrouve un plus haut niveau de qualité dans les centres de la petite enfance. Encore plus que ça, pourquoi les CPE sont associés à des effets positifs dans l'enquête de Sylvana, dans d'autres enquêtes un peu partout à travers le monde, on l'a dit, ils sont généralement de qualité plus élevée que les autres services éducatifs régis et non régis, tels que le démontrent plusieurs enquêtes qui ont été menées au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Donc, ça pourrait permettre à ces CPE-là de procurer une protection unique et supplémentaire pour les enfants vulnérables. Pourquoi ça se passe comme ça? Probablement aussi parce que les CPE, de par les liens qu'ils ont établis avec leur communauté, de par les liens qu'ils ont établis et les ententes qu'ils ont au niveau des protocoles de collaboration CPE, C3S, peuvent aussi offrir aux enfants de milieux plus vulnérables une plus grande proportion d'ententes de collaboration. Et ça, c'est documenté. On sait très bien que les CPE sont ceux qui concluent la majorité des ententes et des protocoles de collaboration avec les C3S. Il y en a dans les garderies, mais les données que le ministère de la Famille m'a transmises démontrent que c'est extrêmement faible. Encore plus que ça, comment on explique ces résultats positifs? Bien, les CPE sont aussi très appréciés par la population et les familles réclament des places. Donc, plus on en veut, plus on veut y aller. Souvent, ça entraîne un effet positif qu'on appelle un peu l'effet de la saucisse high grade. Donc, les services de garde doivent offrir un service quand ils sont très en demande pour que les membres de la population demeurent satisfaits. On sait aussi que les CPE sont souvent les seuls dans leur communauté, souvent en région, à offrir des projets spéciaux en milieu défavorisé. C'est plus dans leurs valeurs, dans leurs intérêts. Et aussi dans plusieurs régions éloignées, c'est souvent les CPE qui sont les seuls à offrir des services éducatifs à la petite enfance. Donc, finalement, les CPE forment un réseau mieux organisé, habituellement novateur, ouvert aux initiatives d'amélioration de la qualité et favorable à l'implantation cohérente de politiques publiques. Toutes ces raisons-là peuvent expliquer, et selon la littérature qu'on a consultée, pourquoi on retrouve une qualité plus élevée dans les CPE. Par ailleurs, je disais tantôt, pour avoir des effets, en plus de la qualité, ça prend aussi de l'accessibilité. Donc, c'est bien beau de dire la qualité est là, mais comme on l'a vu tantôt, c'est important que les enfants aient accès à ces places. Et actuellement, bon, on l'a dit et on le redit, l'accès aux places de qualité en CPE est loin d'être universel dans le réseau québécois. Selon les réflexions qu'on a faites, suite aux documents qu'on a consultés en vue d'aller à la commission parlementaire sur le projet de loi 27, l'inégalité d'accès devrait être envisagée d'un point de vue systémique. C'est-à-dire qu'on devrait réfléchir à certains aspects qui semblent faire un tout. Donc, ce n'est pas qu'une seule variable qui explique le fait qu'on a une inégalité d'accès, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. En particulier, actuellement, on sait que la demande pour des places en CPE supplante l'offre, en particulier dans certains quartiers, on le dit. Mais on sait aussi que la réglementation, paradoxalement, décourage parfois l'offre de places à temps partiel. Marie-France en a parlé aussi dans son rapport. C'est difficile pour certains services de garde d'offrir des places à temps partiel alors qu'il y a une liste d'attente si longue de familles qui veulent avoir des places à temps plein. Donc, ça amène parfois une inéquité. Et le coût, 7,30 $,
par jour est déjà trop élevé pour des familles pauvres. Donc, tous ces éléments-là viennent expliquer pourquoi on a un moindre accès. Alors, les solutions, quand on consulte la littérature à l'international, ils nous disent que ce qu'on doit faire, c'est développer un réseau de places en CPE qui vont vers l'offre universelle de places gratuites pour tous les enfants du Québec. Donc, évidemment, je vais me faire dire que c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe actuellement, mais c'est quand même ça qui est recommandé par la recherche. Finalement, j'aimerais ça aborder très rapidement la question de la privatisation et les enjeux autour de l'accessibilité, de l'équité, de la qualité qui sont liés à la privatisation du réseau. Donc, on a observé, puis tout le monde l'a mentionné, que le gouvernement actuel développe et valorise des garderies commerciales. Donc, entre 2009 et 2014, on recense 40 000 places qui ont été créées exclusivement dans le réseau commercial. Donc, ça représente 71 % des places qui ont été créées dans cette période-là. Comme on sait dans la littérature que les garderies commerciales sont associées à une plus faible qualité, c'est important de se questionner. Puis nous, on est allé voir un peu dans différents textes, dont un texte très intéressant de Gambaro, Stewart et Wolfogel qui a été publié l'an dernier, un livre qui a analysé et comparé les politiques publiques et les politiques de la petite enfance dans 10 pays qui étaient assez comparables en Europe et surtout en Europe. Et les questions qu'il pose sont assez intéressantes, puis je voulais vous les soumettre à la réflexion. Entre autres, il y a Ellen Penn, qui est une chercheuse de Grande-Bretagne, qui se demande de son côté, est-ce que c'est éthique de réaliser des profits avec l'éducation à la petite enfance? Donc, quand on est dans un système de commercialisation, est-ce que c'est correct de faire des profits avec un service qui devrait probablement, au contraire, être universel, comme le recommande l'ONU et pas l'ONU, l'OCDE. Une autre réflexion aussi autour de toute la question de la commercialisation des services de garde concerne toute la question du libre marché. Donc, la commercialisation des services de garde est basée sur une posture que le libre marché devant jouer, s'il joue, les gens devraient utiliser des services de garde de meilleure qualité et ça devrait leur permettre. Les gens devraient choisir les services de garde de meilleure qualité. Dans les faits, on se demande si les parents ont vraiment le choix et peuvent-ils vraiment faire un choix libre et éclairé pour la garde de leur enfant. C'est quelque chose qui est questionné aussi également dans ce texte-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que les lois du libre marché ne semblent pas jouer de la même façon pour la petite enfance que pour d'autres services qui sont offerts à travers le monde, en particulier parce que les parents n'ont pas l'occasion de voir tout ce qui se passe dans le service de garde, donc de choisir de façon vraiment libre et éclairée, d'une part, et d'autre part, ces lois-là ne peuvent pas jouer lorsqu'on n'a pas un accès universel qui est offert, donc les gens choisissent ce qui leur est offert dans leur environnement. On se demande aussi si l'accessibilité peut être accrue dans un réseau commercial. Ce qu'on se rend compte en étudiant les données mentionnées par Gambaro et Hall, c'est que la commercialisation ne mène pas à un accès équitable des services de garde de qualité, surtout pour les familles vulnérables, parce que lorsqu'on veut faire jouer les lois du marché, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les prix, puis à ce moment-là, les prix ne sont pas accessibles pour les plus vulnérables. On l'a vu énormément la semaine dernière, j'étais dans un congrès international aux États-Unis, puis ils disaient toujours la même chose. On monte la qualité, les prix augmentent, les gens arrêtent de fréquenter les services de garde lorsqu'ils sont plus vulnérables. Et finalement, on peut se demander aussi, comme dernière question par rapport à la privatisation des services de garde, est-ce que les services de garde sont considérés comme un luxe pour notre gouvernement? Parce que c'est sûr que si on les privatise, si on demande aux gens de payer plus, on a comme probablement postulat que les plus riches pourront se payer le mieux et les autres s'arrangeront avec les services publics qui sont offerts, qui ne seront peut-être pas accessibles à tous, encore une fois. Donc, c'est complètement contraire à ce que prônent actuellement tous les organismes internationaux, comme l'OCDE, l'UNESCO, qui nous disent plutôt que l'éducation à la petite enfance devrait être un service universel, gratuit et accessible à tous, au même niveau, comparable à ce qu'on a à l'école, dans le service public, au primaire et au secondaire. Donc, je
suis consciente d'avoir soulevé des questions. J'espère que ça va poursuivre la réflexion pour la suite. Je vais conclure. Bon, les données que nous, on a recensées en réalisant notre mémoire et nos 2 mémoires, en fait, pour les commissions parlementaires, nous ont permis de démontrer que les mesures les plus efficaces pour garantir l'accès à des services de garde de qualité, c'est le financement public d'un réseau universel de services de garde de qualité. Lorsqu'on n'a pas ça dans les différents pays à travers le monde, ce qu'on observe, c'est 2 conséquences principales. Un repli des femmes sur le marché du travail, donc les femmes retournent à la maison ou restent à la maison, ne vont pas travailler, et une confiance accrue dans l'industrie commerciale des services de garde qui est dépendante du pouvoir d'achat des parents, donc qui est encore plus inéquitable en fonction des revenus des familles. Heureusement, nous, au Québec, on a un autre choix. On a les CPE qui existent déjà depuis 18 ans, puis si on regarde l'esprit des CPE, ben, j'aimerais rappeler que les CPE et les services de garde sans but lucratif subventionnés existent depuis au moins 40 ans. Donc, ces services-là sont de qualité et ont une vocation non commerciale. Et ils sont associés à plusieurs progrès sociaux et économiques qui ont été observés dans la société québécoise depuis les 18 dernières années. Donc, le débat actuel autour évidemment des projets de loi qui sont présentés masque les enjeux véritables qui ont motivé la création du réseau des CPE. Et selon nous, c'est encore justifié d'investir massivement et en priorité dans ce réseau-là pour évidemment garantir l'égalité des chances pour tous, la réussite scolaire et la réduction des inégalités sociales. Merci.